Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Jamais la justice italienne n'avait tenu un tel procès face au crime organisé depuis celui de la mafia sicilienne Cosa Nostra. En janvier dernier, il y a 11 mois, s'est ouvert le procès de celui de la mafia calabraise, la plus puissante au monde, la redoutable 'Ndrangheta. La particularité de la 'Ndrangheta, c'est qu'on n'y entre que par droit du sang. Il faut, au sens propre, être de la famille. Il est plus difficile de trahir un père qu'un simple compagnon de route. Louise Malnois, bonjour. Vous êtes notre correspondante en Italie. Vous avez réalisé le reportage qu'on va découvrir dans un instant. Les maîtres mots, on les connaît même si on ne parle pas italien. Omerta et vendetta. Et oui, et ces règles, ces deux mots, il y a un homme qui les connaît bien, un homme qui a grandi sur le territoire calabrais, un homme qui est allé à l'école avec les fils des boss de la 'Ndrangheta, de cette puissante mafia. Il a été horrifié par cette injustice. Aujourd'hui, cet homme, il poursuit les mafieux. Il se dédie à lutter contre la mafia. Il s'appelle Nicola Gratteri. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux procureurs anti-mafia et nous l'avons rencontré pour ce reportage. Alors on va découvrir ce sujet avec effectivement des images assez exceptionnelles. Le reportage tourné avec Lorenza Pensa et Natalia Mendoza, 'Ndrangheta, un procès pour l'histoire. Le procureur Nicola Gratteri est l'un des hommes les plus menacés d'Italie. Même dans les couloirs du palais de justice, il ne fait pas un pas sans ses gardes du corps. Je préviens Capomolla. Et les autres, vous les avertissez, vous. Ok, adjugé pour 15 heures. Au revoir, Président. À plus tard. C'est lui qui représente l'État depuis près d'un an dans le méga-procès fait à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, le groupe criminel le plus puissant d'Italie. Je vis sous escorte depuis 1986. Ces dernières années, les risques ont augmenté. Je pousse de plus en plus loin. Mes investigations s'approfondissent et donc la pression monte. On a dû renforcer mon escorte et mes déplacements sont de plus en plus balisés. Dans son bureau, les visages des juges Falcone et Borsellino, assassinés par la mafia sicilienne il y a 30 ans. Obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. Plusieurs fois par semaine, le procureur prend la route pour le grand procès dans sa voiture blindée. Son engagement expose malgré lui toute sa famille, elle aussi cible de menaces. Un de mes fils fait de la moto et leur plan c'était de le tuer en simulant une sortie de route, de faire croire à un accident pour l'assassiner. Ce projet d'attentat, c'est l'un des prévenus du procès qu'il a révélé ici dans ce tribunal improvisé. Sous la protection de l'armée, un bâtiment industriel. La salle d'audience a été aménagée comme une immense salle de conférence pour ce procès monumental. Bonjour. Bonjour, maître. Cette salle mesure 3300 mètres carrés. Il y a 1000 places pour s'asseoir. Les prévenus ne sont pas ici. On les voit sur ces écrans. Ils parlent en vidéoconférence directement depuis leur prison. Faire venir tous ces prévenus sur l'année, ça coûterait 50 millions d'euros. Et ça mobiliserait 10 000 policiers et agents pénitentiaires pour leur protection et leur transfert. Ce procès est historique. Plus de 350 prévenus. Au sein de la 'Ndrangheta, on ne parle pas. La mafia repose sur des structures familiales très secrètes. Alors obtenir des aveux relève de l'exploit. Il y a 42 repentis qui collaborent avec la justice dans ce procès. On a rassemblé tous les détenus les plus importants qui parlent, qui peuvent donner des éléments sur la 'Ndrangheta, qui connaissent ces structures, mais qui ont aussi connaissance de faits, de crimes précis et des informations sur les prévenus. Ces témoignages portent un grand coup à la mafia la plus puissante d'Italie. Pour en arriver là, il a fallu plus de 3 ans d'enquête. À la caserne de Vibo Valentia, les carabiniers ont travaillé sans relâche, de jour comme de nuit.
Centro da Indiaroni. Quand tout est calme comme ça, il faut être sacrément doué pour comprendre ce qui se trame. C'est la difficulté de travailler sur ce territoire. On essaye d'avoir toujours un coup d'avance. Ils ont enduré de longues heures de surveillance, mené des filatures délicates et épluché des échanges téléphoniques, jusqu'à réussir cet énorme coup de filet. Fin 2019, l'opération Rinascita Scott signe 336 interpellations. Le capitaine Alessandro Bui pilote le pôle des investigations. Il se souvient de l'arrestation de Domenico Bonavotta après 2 ans de cavale. On ne reste pas plus de 5 minutes, ok? On ne doit pas attirer l'attention. La nuit de son arrestation, on a encerclé cette maison. En entrant à l'intérieur, on a trouvé un tas d'autres personnes. Disons que ce sont des complices pour sa couverture. Lui, il se planquait sous le lit. L'homme qui se cachait sous un lit est accusé d'homicide, tentative d'homicide et extorsion. Il répond de ses chefs d'accusation devant le tribunal et fait face aux victimes. Simple commerçant, Carmine Zappia a vu sa vie transformée depuis qu'il participe au procès comme témoin. Impossible désormais de sortir sans ses 2 agents d'escorte. Je ne vais que de chez moi au travail, ça en vaut la peine. Il fallait que ça change, ça implique des sacrifices, mais ils sont nécessaires. Je m'adapte à mes nouvelles limites. Comme la plupart des commerçants de Nicotera, le buraliste a été soumis au pizzo, l'impôt imposé par la mafia pour avoir le droit d'ouvrir. Ciao. 2 paquets de cigarettes, s'il te plaît. Je devais verser 15 000 € tous les 3 mois. Mais quand j'ai payé la première créance, on m'a dit que ça ne suffisait même pas pour assurer le loyer. Donc j'ai compris que ça serait une histoire sans fin. J'ai continué à payer jusqu'à ne plus avoir aucun billet. Il n'y avait même plus de cigarettes ici. Chaque matin, les menaces se faisaient plus inquiétantes. Arrivé à l'asphyxie financière, le commerçant se décide à aller dénoncer ses racketteurs. Après ma plainte, les carabiniers ont enquêté. Et 2 mois plus tard, ils ont été arrêtés. En s'étant ainsi opposé au clan local, il a perdu de nombreux clients. On lui est reconnaissant d'avoir eu ce courage, parce que ce n'est pas facile ce qu'il a fait. Louange à Monsieur Zappia. Ta dénonciation a été faite pour racket? Extorsion, extorsion. Pour l'aider dans son combat, Carmine Zappia a sollicité l'aide d'une association anti-mafia. Les gens t'isolent. Ils sont nombreux à être soumis au boss de l'Ndrangheta. Alors ils cherchent à t'exclure, et ça va continuer. Très souvent, après la dénonciation, il y a un autre prix à payer, celui de l'isolement. À l'image de Carmine, près de 2 millions de Calabrais vivent sous l'emprise de l'Ndrangheta. Environ 150 clans, 150 ndrinés se partagent ce territoire. À la tête du clan le plus puissant, Luigi Mancuso, principal prévenu du procès. Il a gagné le pouvoir grâce à son rôle dans la construction du port de Gioia Tauro. Dans ce port, 7000 conteneurs débarquent chaque jour. Un point stratégique pour l'Ndrangheta qui s'est imposé comme numéro 1 du trafic de cocaïne. L'Italie, avec ce port, figure en tête des ports européens qui saisissent le plus de cocaïne. Parce que nous parlons de tonnes, pas de kilos. En 2020, notre unité a saisi environ 7 tonnes de cocaïne. Les cargaisons arrivent d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique, du monde entier. Ok les gars, vous pouvez faire venir le conteneur. Une quarantaine de conteneurs seulement font l'objet d'un contrôle.
Contrôlez par ici, on va regarder par là. À peine 10 à 15% de la drogue importée est interceptée, selon une source policière. Ok, c'est bon, on sort. Souvent, ils utilisent la structure même du conteneur. Parfois, il peut y avoir des trous, des fissures. Elles peuvent être bouchées avec différents types de marchandises de provenance illicite. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et quand on la trouve, c'est une grosse prise. Parmi les dernières saisies, c'est 4 sacs. À l'intérieur, 108 kilos de cocaïne. Un butin estimé à 22 millions d'euros. Une perte infime, rapportée aux 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel de l'Ndrangheta. Des sommes qui aiguisent les appétits et attisent des guerres de clans sanguinaires. Dans le village de Soriano, le souvenir du fils de Martino Ceravolo est affiché sur chaque mur de sa maison. Sa chambre est devenue un sanctuaire. On a conservé le billet de train qu'avait pris Filippo pour aller à Pescara, voir un match de la Juve. La tragédie est arrivée le jeudi 25. Lui devait partir le samedi à Pescara, mais il n'est jamais parti. Le 25 octobre 2012 au soir, Filippo Ceravolo quitte sa petite amie pour rentrer chez lui en stop. Il monte dans la mauvaise voiture, celle d'un mafieux pris au cœur d'une guerre de clans. Un certain Domenico Tassone conduisait la voiture. Ils ont tiré sur lui, mais c'est mon fils qui a pris les coups. Il a été touché là, là et là. 35 fractures. Ces types ont détruit notre vie. Son fils a été reconnu victime innocente de la mafia par l'État italien. Un monument lui a été dédié dans son village. Pour moi, cela représente beaucoup, c'est un symbole fort pour les jeunes. C'est un signal pour les faire grandir dans une culture différente, loin de la criminalité. L'enquête sur la mort de son fils a été classée en 2016, sans avoir identifié les auteurs des coups de feu. Martino espère qu'à l'occasion du maxi-procès, des repentis apportent de nouveaux éléments. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux, Luigi Bonaventura. Vous ne verrez pas son visage. Il tient son adresse confidentielle à des centaines de kilomètres de la Calabre. Si je retourne en Calabre, je suis un homme mort. Je dois prendre les armes ou me faire tuer. Il a été familiarisé à ce climat de violence dès son plus jeune âge. Tu es élevé au milieu des armes. Et toi, tu les prends, tu les charges, tu les décharges. Tu regardes dans le viseur, tu tires. C'est devenu un jeu. Né dans une famille de boss de l'Ndrangheta, il a été éduqué pour tuer. À 20 ans, il a commis son premier meurtre, puis a cumulé les crimes. Mais en devenant père, il a mûri l'idée de se repentir. Je voulais en parler à mon père pour éviter de passer pour un traître. Je savais que je prenais de gros risques, mais je voulais qu'il l'apprenne de ma bouche et pas par quelqu'un d'autre. Je lui ai expliqué la situation, lui annoncé que je voulais offrir un avenir différent à mes enfants et qu'ils ne dépendent de personne, que la Ndrangheta n'ait pas son mot à dire sur ce qu'allaient devenir mes enfants. Sa décision lui vaut encore des menaces de mort. Son propre père a tenté de le tuer. Aujourd'hui, l'ex-mafieux livre sa connaissance de l'organisation à la justice. Il joint ses espoirs à ceux de la population. À Vibo Valentia, où 86 personnes ont été interpellées, 3000 Calabrais sont sortis du silence. Ils sont venus applaudir les forces de l'ordre. Une preuve de soutien inédite dans l'histoire de la Calabre. Et on retrouve notre correspondante à Rome, Louise Malnois. Louise, comment la Ndrangheta a-t-elle assis son pouvoir au-delà des frontières calabraises dans le sud de l'Italie ? Alors la Ndrangheta aujourd'hui, c'est la mafia la plus puissante au monde, la seule présente sur 5 continents. En fait, elle a profité de l'affaiblissement de la mafia sicilienne Cosa Nostra dans les années 90 pour grignoter un peu de pouvoir, un peu de territoire. Elle a notamment placé des hommes à l'étranger, surtout en Amérique du Sud. Le but pour eux, c'était de gagner la confiance des narcotrafiquants. Pour cela, pour asseoir leur pouvoir et surtout négocier les tarifs les plus avantageux pour acheter la cocaïne. En fait, la Ndrangheta, aujourd'hui, c'est la mafia qui achète la drogue le moins cher, jusqu'à 40% moins cher que ses concurrentes, la mafia sicilienne, Cosa Nostra, ou bien la mafia napolitaine, la Camorra. Et puis ensuite,
cette drogue, il faut la vendre, il faut ensuite blanchir cet argent et cela se passe en dehors des frontières calabraises. Ce blanchiment d'argent, le procureur Nicola Gratteri nous explique comment cela fonctionne. La mafia n'est pas un problème propre à l'Italie méridionale, c'est un problème qui concerne même au-delà de Rome, qui s'étend sur un vaste territoire. Parce que les mafias s'organisent pour investir et blanchir leur argent dans les villes riches, pas dans les villes pauvres du Sud. Pour deux raisons. D'abord parce que la richesse se cache plus facilement dans une ville déjà riche, et ensuite parce que les investissements y sont plus sûrs. Alors les mafias achètent en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et dans le sud de la France. Alors Louise, ce maxi-procès qui a commencé au début de cette année 2021, peut-il signer la chute de l''Ndrangheta ? Alors éradiquer complètement l''Ndrangheta, c'est quasi mission impossible. On peut la comparer à une hydre. Quand on coupe une tête, 7 autres repoussent. Alors les chefs de certains clans sont aujourd'hui en prison, mais il y a déjà leurs successeurs qui sont en place. Toutefois, on peut remarquer que la criminalité a baissé dans la province de Vibo-Valentia. Pour vous donner une idée, on a enregistré un meurtre depuis la vague d'interpellations, alors qu'il y en a eu 18 rien que dans la seule année qui a précédé. Toutefois, cela reste difficile de redonner confiance à la population sur ce territoire. Par exemple, dans la principale rue de Vibo-Valentia, il y a encore beaucoup de commerces dont les portes sont baissées parce que les commerçants payaient le pizzo. 90% d'entre eux payaient le pizzo avant et aujourd'hui, ils ont peur de rouvrir, de se retrouver confrontés à de nouveaux clans. Alors le travail des associations anti-mafia devient essentiel pour encourager la population à rester dans l'économie légale, encourager les habitants à soutenir cette économie légale pour que rien ne devienne plus jamais comme avant. Louise Malnois, correspondante de France 24 en Italie. Merci Louise, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.